Bolivar, le libérateur des banquiers par Pirate Ier. Avant-propos. L'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs, mais dans le Nouveau Monde, elle fut vérifiée par leurs banquiers. Ce livre est une reconstitution depuis les marges, un dossier spéculatif cousu de lettres, de livres de comptes et de chuchotements entre les salons londoniens et les casernes poussiéreuses de Caracas. Il ne commence pas avec le libérateur juché sur un cheval, mais avec un dandy raté à Paris, raillé, sans le sou, avide de signification. L'humiliation de Simon Bolivar ne fut pas une note de bas de page, elle fut l'étincelle. Il jura de détruire les empires qui s'étaient moqués de lui, et pourtant chaque pas vers la Révolution l'enfonça plus profondément dans leur toile. Derrière ces batailles avançait une armée plus silencieuse, des financiers britanniques, des aides irlandais, des mercenaires de la plume. Ils promirent la liberté, mais gardèrent les reçus. Lorsque Bolivar abolit l'esclavage, ils le félicitèrent, puis lui remirent un nouveau vocabulaire de domination. Dette, intérêt, modernisation. Ce n'est pas le Bolivar des places de marbre ni des écrans diffusés. C'est le Bolivar des registres et des ombres, un homme libéré d'un empire pour en accoucher un autre. De chaînes en signature, d'empire en marché, le libérateur devient le premier débiteur moderne et le continent son collatéral. Appelez cela fiction, si cela vous aide à dormir. Partie 1. La blessure parisienne. 1. Le petit créole Paris, 1804. La ville sentait l'amidon et la fumée, le lilas et l'Empire. Chaque café murmurait le nom de Napoléon comme de l'encens, et la Seine portait les reflets de monuments neufs bâtis sur de vieux ossements. Dans ce monde errait un Vénézuélien mince aux yeux volcaniques et à la garde-robe trop soignée. Simon Bolivar, 21 ans, récemment veuf, déshérité, arrivait armé de lettres de recommandation et de la conviction naïve que Paris accueillerait le génie partout où il fleurirait. On le surnommait le petit créole derrière les éventails peints, un ornement venu des tropiques, une curiosité citant Rousseau avec un accent espagnol, ne sachant pas rire au bon moment. Les duchesses aimaient sa mélancolie, les banquiers son héritage, les philosophes l'ignoraient. Ces soirées dérivaient de salon en salon. L'autopsie étincelante de la Révolution chez Madame de Staël, la trahison parfumée de Talleyrand, les antres enfumés où l'on gageait des titres comme des chevaux. Partout, il était toléré, jamais cru. Les colonies, chuchota une hôtesse, engendrent l'enthousiasme comme les tropiques engendrent la fièvre. Au printemps, sa bourse fut vide. Il avait engagé ses boutons de manchette, emprunté à de lointains cousins, vendu les derniers bijoux de sa femme pour payer perruques et billets d'opéra. Le plaisir était la seule monnaie qui croyait encore en lui. Les nuits s'allongeaient, les rires aiguisaient. Un soir, ivre d'absinthe et d'humiliation, il défia le fils d'un baron pour l'avoir traité de Bonaparte brun. Le duel n'eut jamais lieu. Les amis du baron le payèrent pour disparaître une semaine. Il revint amaigri, plus silencieux, nouvellement fluent en mépris. Cet été-là, aux Tuileries, il aperçut Napoléon lui-même, petit, fulgurant, entouré de généraux. Bolivar vit en lui à la fois le ridicule et la rédemption de son espèce. Un provincial fait empereur par pure insolence. Cette vision le reprogramma. Cette nuit-là, il nota « L'Europe ne nous aimera jamais, seulement nous craindra. Pour être libre, l'Amérique doit devenir son propre tyran. » La phrase ne parut jamais imprimée. Trop honnête. Mais elle marqua la fin du jeune homme venu pour être admiré et la naissance de celui qui préférerait être obéi. Paris lui enseigna 3 leçons. 1. L'argent est la langue maternelle de la civilisation. 2. La liberté sans banquier est un rêve impayé. 3. Toute révolution commence comme vengeance d'une humiliation. Quand il quitta Paris pour l'Italie l'année suivante, il n'emportait guère plus que des dettes, une fièvre et la graine d'une vengeance déguisée en patriotisme, les salons Loubière. L'histoire? Non. 2. La fabrication d'un pigeon, le chapitre 2, les dettes du plaisir. La saison des pluies tombait doucement sur Paris, rendant les pavés glissants et les becs de gaz tremblants comme des halos. Simon Bolivar avait appris désormais que tout plaisir d'Europe se payait d'une facture. Il gardait un petit appartement rue Saint-Honoré, 2 étages au-dessus d'une modiste prétendant avoir habillé Joséphine. Ses voisins, musiciens, courtisanes, joueurs, chacun parlant un dialecte différent de la survie. Le propriétaire acceptait les promesses en guise de loyer. Le marchand de vin, non.
La plupart des soirs, il hantait les salles de jeu près du Palais Royal. Les cartes formaient une orchestration de tentations, le mélange, le claquement, le soupir d'une semaine d'allocation dissoute dans le sourire d'un banquier. Il perdait avec élégance, ce qui, à Paris, valait mieux que gagner. Une réputation était déjà une monnaie. L'hiver venu, son héritage s'évapora en rumeurs. Les créanciers le traquaient avec politesse instante. Une lettre parfumée de Caracas le suppliait de rentrer avant que ses biens ne soient engloutis par des cousins aux meilleurs avocats. Il l'ignora. Ce n'était pas la Révolution, mais l'orgueil qui le retenait à Paris. L'orgueil et une danseuse nommée Lucienne du Nord, dont le rire ruinait les hommes plus vite que la guerre. Lucienne l'appelait « mon petit volcan ». Elle aimait sa façon de parler de la liberté comme d'une femme qu'il comptait séduire. Il régla ses dettes jusqu'à en devenir une lui-même. Quand il ne le put plus, elle disparut dans le carrosse d'un autre protecteur. La perte blessa moins que l'insulte. Il avait pris le plaisir pour l'appartenance. Un soir, tandis que la neige tombait comme de la cendre, il dîna chez un banquier dont la moitié des invités spéculait sur la traite et l'autre moitié philosophait sur les droits de l'homme. L'hôte porta un toast à la commerce et la civilisation. Bolivar rit une seconde trop tard. Quelqu'un remarqua que la liberté était un luxe pour ceux qui pouvaient se le permettre. Il leva son verre et répondit doucement « Alors, je l'achèterai de ma ruine. » Quelques semaines plus tard, il vendit ses derniers bijoux et partit pour l'Italie. Sur la route du Sud, il nota dans son carnet « Le plaisir fut un prêt, la liberté sera le remboursement. » Il imaginait la Révolution comme une insurrection de débiteurs contre le grand registre du monde, contre l'Europe qui avait mesuré sa valeur en pièces et en mépris. Mais déjà, invisibles, les banquiers, destinés à financer ces guerres, aiguisaient leurs plumes. Ils retourneraient au Nouveau Monde non en fils, mais en clients. Le navire qui le portait gémit comme une conscience épuisée. Dans la cale, les malles de linge fin et les livres de Voltaire côtoyaient des caisses de mousquets achetées à crédit. Bolivar se tenait sur le pont au crépuscule, sentant le vent marin comme le souffle d'un vérificateur. Paris avait pris son innocence et sa fortune, mais lui avait laissé un héritage plus durable. Une fin de comté et une dette qu'il ne finirait jamais de payer. Quand Caracas se souleva contre la couronne d'Espagne, il était prêt, trop prêt. Il finança les escarmouches avec des fonds empruntés, rédigea des proclamations sur des idées empruntées, recruta des hommes avec des promesses que le trésor ne pouvait tenir. Chaque victoire creusait le registre. Dans ses rêves, il voyait encore le visage de Lucienne, encadré par la lumière d'une chandelle parisienne. « Mon petit volcan », disait-elle. Petit volcan. Les banquiers l'appelleraient plus tard le libérateur. Les deux noms lui allaient. Les deux brûlaient. Il avait pris le plaisir pour la liberté. Désormais, il confondait la guerre et la rédemption. Les colonies mettraient des décennies à comprendre que sa révolution avait été hypothéquée avant le premier coup de feu. La pluie qui polissait jadis les pavés de Paris retomberait sur un sol tropical, cette fois lavant du sang plutôt que du parfum. Et quelque part dans les coffres de Londres, les bilans du Nouveau Monde commencèrent à luire faiblement, comme des braises attendant leur souffle. 3. Une promesse au Monte Sacro. La route de Rome était l'autopsie des empires. Bolivar, poussiéreux, à demi affamé, marchait parmi les ruines comme un fantôme auditionnant pour l'histoire. Des colonnes jaillissaient du sol comme des dents brisées. L'air sentait le laurier et la putréfaction. Il songea à Paris, ses miroirs, ses rires, ses factures impayées, et comprit que la civilisation n'était que la décadence bien cousue. À Tivoli, il rencontra un autre exilé, le pédagogue vénézuélien Simon Rodriguez, dont la folie touchait au génie. Rodriguez vivait de café, de manuscrits et de colère contre les monarchies. Ses élèves avaient fui ou mouru. L'éducation, dit-il, est la véritable révolution. Armez un peuple de savoir et les rois se pendront d'ennui. Ils partagèrent une bouteille de vin bon marché sous les cyprès du Monte Sacro. Rome s'étalait en contrebas, pareil à une constellation mourante. Bolivar sentait la gueule de bois de la civilisation lui pousser dans le crâne. L'Empire était mort, mais ses créanciers percevaient encore. « Regarde, dit Rodriguez en montrant la ville, tout ce marbre, toute cette gloire, bâtie par des esclaves. Et pourtant,
Les hommes s'agenouillent encore. Bolivar fixa l'horizon. Sa voix sortit basse, presque honteuse de sa ferveur. « Je jure devant toi que je ne reposerai pas avant que mon pays soit libre, que l'Amérique soit souveraine. » Rodriguez rit doucement, peut-être par foi, peut-être par pitié. « Libre, mon garçon, le monde est un registre. Chaque liberté se paye. » Mais Bolivar n'écoutait plus. Le serment le brûlait comme une fièvre. Il se vit menant des armées sur les Andes, brisant les chaînes, rachetant des continents. Il prit le tremblement de l'ivresse pour la révélation. À l'aube, il redescendit la montagne avec la solennité d'un prophète et la soif d'un débiteur. Le serment devint sa nouvelle monnaie, celle qui lui achèterait gloire, ruine et un avenir hypothéqué aux banquiers invisibles. Car même alors, à Londres, des lettres se rédigeaient. Des financiers évaluaient le coût de son idéalisme. La liberté viendrait, mais jamais gratuite. Et dans sa poitrine, sous la faim et la fièvre, il sentait déjà cela. Sa révolution serait financée comme n'importe quelle marchandise. Sa promesse au Monte Sacro avait été entendue par les dieux du crédit. Ils sourièrent et commencèrent la paperasse. As 4. Le retour du déshérité. Quand Bolivar rentra à Caracas, la mer paraissait indifférente, comme si elle avait vu trop de prodiges revenir avec de nouvelles philosophies et des poches vides. Le pont du navire craquait comme une conscience. Dans sa malle, 2 choses de valeur. Une garde-robe européenne déjà démodée et un carnet plein de promesses qu'il ne savait pas encore tenir. La ville l'accueillit avec cette suspicion polie qu'on réserve aux héritiers manqués. Son nom ouvrait encore des portes, mais désormais, sur des salons où planteurs et marchands murmuraient au sujet des révoltes d'Haïti et de leur possible contagion à travers la mer. Ils appelaient la liberté une belle idée, comme on parle d'opéra ou d'architecture. Belle, tant qu'elle reste ailleurs. Bolivar errait parmi eux comme le fantôme de leur avenir, jeune homme en linge emprunté, enflammé de rhétorique européenne. Il parlait de Rousseau et de Rome, des droits sacrés et du despotisme des rois. Les anciens hochaient la tête, versaient plus de vin et ramenaient la conversation au rendement sucrier. Il comprit que la révolution de Caracas demanderait une langue de vendeur. Il s'en fit un. Il repaqua l'émancipation en prestige, la rébellion en héritage. « Messieurs, dit-il, les Américains l'ont prouvé, la liberté est la nouvelle noblesse. » La phrase prit. Pour la première fois, ils écoutèrent. Il organisa des salons à la chandelle, la cire fondant comme patience usée. Poètes et prêtres vinrent, planteurs et soldats, attirés par la chaleur d'un jeune homme semblant à la fois habité et sans patron. Bolivar cita les philosophes qu'il avait jadis raillés à Paris, désormais avec ferveur missionnaire. Ces mots avaient goût de vin et de prophétie. Mais derrière la rhétorique, il voyait le piège se refermer. Chaque allié était un créancier, chaque faveur un gage. Les créoles riches qui acclamaient ses discours ne rêvaient pas d'égalité. Ils rêvaient de remplacer une couronne par la leur. La révolution de Bolivar était déjà mise en gage à leurs ambitions. Tard dans la nuit, en rentrant sous les lampes à huile, il s'arrêta devant le domaine familial. Grille verrouillée, domestique impayé. La lune scintillait sur les barreaux rouillés et il sourit amèrement. « Ils me suivront, dit-il, jusqu'à ce que la facture tombe. » Partie titrée « La guerre du banquier ». 5. Le correspondant secret. Cela commença par une lettre cachetée de cire bleue, couleur de la discrétion. Livrée à bord d'un navire marchand venu de Kingston, l'enveloppe ne portait aucun nom, seulement un filigrane pâle et sinueux, semblable à un serpent se mordant la queue. Bolivar la lut 3 fois à la lueur d'une chandelle, incertain d'avoir été choisi ou piégé. « Seigneur Bay, nous suivons avec intérêt votre noble entreprise. La couronne d'Espagne est un vieux débiteur. Et tout débiteur doit un jour céder ses actifs. Si vous cherchez les moyens d'accélérer cet ajustement inévitable, nous sommes disposés à aider. Votre ami de Threadneedle Street. Threadneedle Street, le cœur battant du quartier bancaire de Londres. La lettre sentait l'encre au galopher et l'ambition coloniale. Bolivar la brûla, puis la réécrivit de mémoire dans son journal, où elle devint prière plutôt que confession. Les mois suivants, d'autres missives arrivèrent, non signées, mais d'une même main. Elle parlait de crédit en esprit et en espèces, d'agents favorables à la cause, de marchands de Curaçao capables d'arranger des introductions sous pavillon neutre. Chacune se disait amicale,
mais se structurait en contrats. Il répondit, d'abord prudemment, puis avec ferveur. Il décrivit les vents politiques du Venezuela, la faiblesse des garnisons royales, la tiédeur de ses pairs. Il assura son ami que la liberté était inévitable, qu'un petit investissement pouvait hâter la destinée. En retour vinrent des caisses d'uniformes, de mousquets, d'imprimeries, toutes marquées de symboles qu'aucune douane ne pouvait tracer. La révolution acquit un pulse, mais sa paranoïa aussi. Une nuit, dans une taverne de La Guaira, un courrier ivre avoua transporter des copies des lettres de Bolivar, non pour Londres, mais pour Madrid. Quelqu'un jouait sur les deux tableaux. Bolivar relut sa correspondance. L'écriture se modifiait, le ton devenait plus britannique, moins humain. Une lettre commençait ainsi « Votre libération s'accorde à notre liquidité ». Il comprit que les révolutions n'étaient que des guerres tenues en livres de compte. Son patron anglais n'était pas un homme, mais un syndicat. Marchand, banquier, espion, échangeant les idéaux comme des titres à terme. Bolivar n'était plus qu'un actif, une variable d'équation. Il écrivit une dernière réponse, brève et jamais envoyée. La liberté ne devrait jamais arriver sur du papier à en-tête étranger. Puis il cacha la correspondance dans une cloison creuse, derrière un portrait de Lucienne du Nord, la danseuse qu'il avait déjà tout coûté. Lorsque les soldats royaux fouillèrent la maison, ils trouvèrent la toile, mais non les lettres. Leur contenu, pourtant, était déjà connu de ceux qui comptaient. Et à Londres, derrière les portes polies de la Banque d'Angleterre, un commis inscrivit dans le registre privé « Client Bolivar, ligne de crédit infinie, remboursable en 100 ». 6. L'intermédiaire. Le soleil des Caraïbes frappait La Guaira comme une accusation. Des navires de tous les empires gémissaient dans le port, chargés de sucre, d'esclaves et de rumeurs. Quand l'Irlandais descendit du Mercury Star, il ne portait rien de tout cela. Seulement une lettre d'introduction timbrée d'un lion et d'une couronne, et une sacoche assez lourde pour inspirer le respect. Daniel Florence O'Leary avait 30 ans, des taches de rousseur et une élégance méthodique, le genre d'homme qu'on ne remarque jamais avant de le retrouver debout derrière un général. Officiellement, vétéran des campagnes de Wellington, cherchant fortune dans le Nouveau Monde. Officieusement, émissaire de la City, ses papiers portaient le filigrane de la Banque d'Angleterre, visible seulement à contre-lumière. Il trouva Bolivar dans une villa empruntée aux abords de Caracas, dictant des manifestes à un secrétaire titubant. Le libérateur avait l'air d'un homme disputant à l'histoire la dernière parole. Bottes boueuses, uniforme défait, yeux brûlants. « Général Bolivar, » dit O'Leary, s'inclinant. « Londres vous présente ses compliments. »« Londres ?» »« Je n'ai pas sollicité son amitié. »« Non, » répondit l'Irlandais avec un sourire tranquille, « mais vous avez déjà accepté son crédit. » Le silence qui suivit était moins hostile que comptable. Ils dînèrent ce soir-là de bœuf salé et de vin emprunté. L'Irlandais parla en énigmes diplomatiques. Route maritime, protection consulaire, reconnaissance étrangère. Puis, plus bas, un financement privé pour une vertu publique. « Vous voulez dire des armes ?» dit Bolivar. « Je veux dire de la liquidité. La liberté est une belle idée générale, mais elle doit être frappée avant de circuler. » Au matin, Bolivar n'avait rien signé, mais rien refusé. Le lendemain, un messager livra des caisses marquées « Instruments scientifiques ». À l'intérieur, mousquets, cartes, seaux de cire rouge de Threadneedle Street. Dès lors, la Révolution prit une précision étrange. Armée surgissant du néant, dépêche précédant les messagers, victoire comme alignée sur un tableur invisible. O'Leary devint indispensable. Traducteur, négociant, rédacteur de communiqués au ton anglais trop parfait. Sa froideur séduisait Bolivar. La foi, disait-il, est la monnaie des fous. La discipline, elle, achète des empires. Bolivar lui fit plus confiance qu'à ses généraux. Mais la nuit, il le voyait, penché sur un carnet noir, traçant des chiffres codés. Ses lettres partaient sous cachet diplomatique, par navire neutre. Certaines vers Londres, d'autres vers Madrid. Quand on l'interrogeait, O'Leary citait l'Évangile. « Rendez à César ce qui est à César. » Mais son César avait un compte courant. À la fin de la campagne, les armées de Bolivar marchaient sous drapeaux taillés dans des étoffes anglaises, leur poudre estampillée Birmingham. Le libérateur se sentit acteur d'une pièce financée par des producteurs invisibles.
Ces proclamations revenaient imprimées à corriger en anglais avant d'être en espagnol. Dans ses rapports à Londres, O'Leary décrivait Bolivar comme un agent volatile mais utile de liquidité politique. Pour Bolivar, il resta l'ami fidèle. Pour Londres, le vérificateur de l'histoire. Et dans le grand livre de la liberté, chaque victoire portait désormais une note de bas de page. 7. La Légion britannique. Ils débarquèrent sur l'île Margarita sous un soleil si blanc qu'il effaçait les ombres. 3000 hommes, pâles et titubants, marchaient sous des Union Jack repeints en drapeaux républicains. Les habitants les appelaient « Los Anglais », déserteurs irlandais, ivrognes écossais, orphelins gallois, quelques Français vendant leur nom pour un gobelet de rhum. Du pont de sa goélette, Bolivar les observa, plus fièvres que soldats, mousquets rafistolés, bottes dépareillées, yeux caves. Derrière eux marchait O'Leary, impeccable, porteur d'ordres écrits non par Bolivar, mais par Londres. « Ce sont des volontaires, dit l'Irlandais, des vétérans de l'Empire cherchant rédemption. »« Ou emploi, répliqua Bolivar. À notre époque, les deux se confondent. La Légion britannique fut le premier véritable export de la révolution industrielle, la guerre comme service, financée par les marchands de Liverpool et Bristol, payés par les consulats de Jamaïque, assurés chez Lloyds. Officiellement, ils combattaient pour la liberté, officieusement pour les routes commerciales. Dans les jungles de la Nouvelle-Grenade, ils devinrent légendes. Manteaux rouges brunis de sang et de poussière, clairons résonnant dans des vallées jamais conquises. Ils enseignèrent à Bolivar la formation, la ponctualité, la comptabilité, le rythme d'usine de la modernité. O'Leary tenait les comptes. Pour chaque victoire, une livraison d'armes. Pour chaque province libérée, une hypothèque nouvelle. Les lettres de remerciement de Bolivar étaient suivies d'exigences consulaires. Concessions minières, droits portuaires, garanties commerciales. À Angostura, se mirant avant son discours, Bolivar vit son uniforme d'or tissé à Manchester, son épée forgée à Sheffield, son encre importée d'Angleterre. Lorsqu'il déclara « Nous ne sommes ni Européens ni Indiens, mais un mélange des deux », les acclamations couvrirent à peine le crissement du stylo d'O'Leary. Ce soir-là, il reçut une lettre. Au gouvernement provisoire de la Grande Colombie, pour services rendus par la Légion britannique, transport, armement, munitions. Total dû, 4000 livres sterling. Bolivar éclata d'un rire amer. Il m'envoie la facture de ma propre liberté. O'Leary replia le papier. La liberté générale ne se donne pas, elle change de prêteur. Les manteaux rouges n'étaient pas venus libérer l'Amérique, mais la reprendre. Et quelque part à Londres, un banquier souffla. L'investissement arrive à maturité. 8. Barings et baïonnettes. Londres 1820. Le brouillard faisait de la ville un aquarium de cloches et de carrosses. Dans le marbre de Threadneedle Street, on ne dressait pas de cartes, on ouvrait des livres. Là, les révolutions se calculaient, se garantissaient, se refinançaient. Les commis de Nathan Rothschild parlaient allemand. En face, Barings Bank surveillait l'Atlantique. Entre eux, un câble invisible d'avidité, le savoir que le chaos, bien assuré, rapporte plus que la paix. La Grande Colombie était le nouveau produit. Les financiers la nommaient actif prometteur. L'indépendance offrait l'illusion de territoire vierge. La véritable proie, c'était sa dette à venir. Les triomphes de Bolivar servaient d'affiche pour investisseurs, le Washington de l'Amérique du Sud. Barings lança un emprunt colossal, millions de sterling garantis par les douanes et la ferveur patriotique. Les émissaires de Bolivar signèrent, croyant sceller l'avenir. Ils endossaient la servitude. Les mousquets arrivaient avant même que les intérêts ne cessent de courir. Chaque canon, chaque uniforme, chaque affiche glorifiant la liberté fut payée à crédit, taux mortel. O'Leary nota tout. Argent, garantie, complice. Bolivar proclamait. Les banquiers composaient. Au jour de la victoire, la République devait déjà plus qu'elle ne possédait. Un conseiller proposa « Indexons votre monnaie sur la livre ». Bolivar hocha la tête. La piège se referma. Les aides anglaises s'enchaînèrent à clauses secrètes. Chaque clause liait un peu plus le pouls du continent au cœur de Londres. Les paysans sentaient que la liberté ressemblait étrangement à l'impôt. Et dans son journal privé, un Baring écrivit « L'Amérique du Sud paiera sa liberté 2 fois, en sang, puis en intérêt ». Quand Bolivar revint en Europe,
on le célébra dans les mêmes salons qu'il avait méprisés. Sous les applaudissements, il entendait le tic-tac du taux composé. Il but le vin des Barings, porta un toast à l'amitié des nations. À son départ, un commis factura discrètement le dîner à la République de Colombie. La liberté, découvrit-il, avait un crédit illimité. Poudre, intérêt, civilisation. 9. Le masque de la liberté, Bogota, 1821. La ville fêtait la liberté comme un saint revenu d'exil. Les cloches sonnaient, les prêtres bénissaient les fusils. Bolivar, brûlé de soleil, lut le décret d'émancipation. Dès ce jour, tous les hommes nés en Colombie seront libres. Les acclamations couvrirent la salle. Mais dehors, les esclaves ployaient toujours. Et derrière le rideau, le courrier d'O'Leary attendait, porteur de nouveaux contrats. Le décret avait un jumeau, un traité commercial, rédigé de la même main, scellé du même cachet. Il offrait aux marchands anglais un accès total aux ports, aux mines, aux mers. Un geste de bonne volonté, expliqua O'Leary, pour stabiliser la République. « Vous voulez dire, répondit Bolivar, une hypothèque sous parfum d'alliance. »« Général, sourit l'Irlandais, qu'est-ce que la liberté sans liquidité? » Cette nuit-là, Bolivar signa les deux documents, l'un pour les journaux, l'autre pour les registres. Le premier abolissait l'esclavage. Le second instaurait la servitude financière. Les Anglais l'appelèrent « libéralisation », les Créoles « modernité », les anciens esclaves « la même chanson ». 1 an plus tard, le trésor n'était plus qu'un écho. Des rails vers nulle part, des canaux menant aux poches, une banque nationale pleine de papiers anglais. Chaque décret portait une clause cachée, chaque idéal une facture. « Homme libre, mais terre hypothéquée », écrivit un éditeur de Caracas. Bolivar reconnut, dans ses propres discours, l'écho d'un seul mot, « dette ». Il chevaucha à travers les provinces libérées, où les paysans travaillaient désormais pour des compagnies londoniennes. Quand il protesta, O'Leary lui remit une lettre du Foreign Office. « Sa Majesté reconnaît votre République sous réserve de l'exécution de vos obligations. » Il la lut en silence. La reconnaissance, pensa-t-il, est aussi une marchandise. Dans le palais de San Carlos, à la lueur des cierges, il déclara « Nous avons changé les maîtres de nos chaînes, non le métal. » Personne ne répondit. Tous devaient quelque chose, à Londres, à l'histoire, à la dette. Les nouvelles chaînes. La République comme plantation. 2 siècles plus tard, le continent prospère sur ses plaies. Les ports exportent toujours du sucre, du pétrole, du lithium. Les peuples exportent leurs rêves signés en bas de page. Les constitutions s'ouvrent sur des hymnes à la liberté, mais les annexes détaillent les modalités de remboursement. Chaque république demeure une plantation. Seulement les maîtres ont changé d'adresse email. Dans les tours de verre de Panama, de Miami, de Madrid, les héritiers de la City tracent les nouvelles frontières du crédit. Les cartes bancaires remplacent les baïonnettes. Les algorithmes tiennent lieu de garnison. Le progrès, dit un ministre en costume italien, est le seul colonisateur que nous ayons choisi. Les budgets se votent en anglais, les dettes s'écrivent en langage machine. Les nations se mesurent en rating, non en courage. Et sur chaque billet, Bolivar nous regarde encore, non comme prophète, mais comme garantie. Le fantôme du banquier. À Londres, la statue d'un homme sans nom trône près de la Banque d'Angleterre. Personne ne se souvient du sculpteur. La plaque est effacée par la pluie. Les pigeons y tiennent assemblés comme jadis les actionnaires. Un vieil employé de Threadneedle Street prétend que la statue abrite un coffre oublié. À l'intérieur, dit-il, se trouverait le premier contrat signé entre Bolivar et ses correspondants britanniques. Encre effacée, mais dette intacte. C'est cela, soupire-t-il, la véritable immortalité. Les intérêts continuent quand le cœur s'arrête. Chaque année, une délégation sud-américaine vient déposer une gerbe au pied de cette ombre. Les caméras filment, les traducteurs sourient, les banquiers calculent. Le fantôme du banquier plane au-dessus de la cérémonie comme un parrain invisible. Dans les ambassades, les portraits de Bolivar font face à ceux de Sa Majesté. 2 icônes, un même cadre doré. Le protocole appelle cela « relation bilatérale ». L'histoire y reconnaît plutôt un miroir. 2 empires se saluant à travers les siècles, l'un en chair, l'autre en capital. 15. Les os et la diffusion. Caracas 2010. Sous les caméras d'État, le cercueil du libérateur est rouvert. Le président, entouré de prêtres, de généraux et d'experts ADN,
jure de restaurer la vérité historique. La dépouille est photographiée, scannée, numérisée, puis retransmise en haute définition. Les chaînes du monde entier diffusent la résurrection du Libérateur, émission sponsorisée par plusieurs holdings d'énergie. Le peuple regarde, fasciné, son fondateur ressuscité par satellite. Chaque pixel du squelette devient un verset civique. Les commentateurs parlent d'unité nationale, les publicitaires d'opportunité de marque. Le lendemain, les banques annoncent la mise en circulation d'un nouveau billet, le Bolivar fortifié. Taux d'échange flottant, effigie immuable. Dans les rues, les pauvres tiennent entre leurs doigts la même icône qu'à la télévision, le Libérateur, hologramme du pouvoir d'achat. Sa face, lisse et jeune, plane sur les écrans des distributeurs automatiques. Ainsi, le corps du héros se fond à la monnaie, os et octets, reliques et capitales. Les prêtres bénissent les coffres, les économistes les cyborgs, et l'Amérique latine s'agenouille devant son saint patron du crédit. 16. Épilogue. Les nouvelles chaînes. Les chaînes, jadis de fer, sont désormais de fibre optique. Elles relient les poches plutôt que les poignets. Leur bruit est doux, leur portée planétaire. Chaque citoyen porte sa servitude dans sa paume, un rectangle de verre où défile le solde de son âme. La liberté se mesure en pourcentage de batterie. Sur les réseaux, Bolivar est devenu un mème vertueux. Citations motivantes, filtres patriotiques, emojis révolutionnaires. Le Libérateur circule à la vitesse des likes. Son visage, retouché, brille mieux que jamais. Nous étions la postérité et nous avons choisi la dette plutôt que la mémoire. Dans les temples du numérique, on parle encore de blockchain, comme jadis on jurait sur la Bible. Les nouveaux prêtres promettent la décentralisation, mais les autels appartiennent toujours aux mêmes familles. La boucle est bouclée. Le banquier a conquis le mythe, et le mythe s'est rendu volontairement. Note du pirate. Premier, l'histoire ne se répète pas, elle se recode. Nous avons troqué les conquêtes contre des connexions, les frontières contre des clauses, la foi contre le login. Mais parfois, dans le flux des écrans, un nom ressurgit. Un fantôme qui refuse le scroll. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un service d'abonnement, ni la dignité un produit indexé. À ceux qui liront ces pages sur leur tablette financée à crédit, je dis simplement « Fermez la session, respirez sans identifiant. Souvenez-vous que même un serveur peut brûler. » Pirate premier, alias Annex. Microposte de clôture. La liberté sans propriété est un mirage, la propriété sans liberté un crime, et la dette leur bâtard commun. Bolivar Reloaded libre à crédit MXTM Substack.